Reprenons un cas de figure, Adrien. Je suis une entreprise du bâtiment qui n'est pas spécialement sachante en cybersécurité, mais j'ai un prestataire informatique qui m'héberge et qui gère ma sécurité au quotidien pour tout mon système d'informatique. Et je me fais pirater. Je me fais pirater intégralement, mon système d'information est complètement KO. Je peux légitimement me dire que mon prestataire informatique n'a peut-être pas réussi tout ce qu'il a entrepris. Et il est peut-être envisageable pour moi d'aller chercher une responsabilité de ce point de vue-là. Est-ce que, en tant qu'entreprise non sachante du bâtiment assuré, j'ai intérêt à aller chercher une responsabilité comme ça chez un prestataire? En tant qu'assuré, peut-être pas. En tant qu'assureur, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que aller rechercher une responsabilité peut permettre de récupérer toute ou partie de sa franchise. Ça dépend. Maintenant, le cas de figure où on a un prestataire qui vend de la surveillance et on se fait pirater, effectivement, de manière naturelle, ça doit amener en expertise, on va dire, à une mise en cause, à des réunions d'expertise contradictoire amiable. De la même manière, si j'ai un mainteneur multitechnique ou si j'ai une société de télésurveillance qui surveille mon entrepôt et que je me fais voler, l'expert, très naturellement, va convoquer le télésurveilleur, la société qui a installé les caméras, va se faire donner le plan de consigne et va faire une petite réunion avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie. Sauf que ce niveau de maturité et d'expertise dans l'industrie n'est pas encore dans le cyber. Il est en train d'y arriver, et il est en train d'arriver parce que nous, on pense que la prochaine étape en termes d'expertise dans le cyber, c'est de mener des recours. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Alors pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'on n'a pas les éléments. Et les éléments, ce sont les journaux d'événements, souvent. Les éléments, c'est également les contrats. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On ne l'a pas, ou on l'a partiellement, ou on a des contrats fourre-tout. On a des contrats d'ailleurs qui sont assez déséquilibrés, parce que lorsqu'on regarde les contrats des prestataires qui vendent de la sécurité informatique ou de l'hébergement, ils ont des limitations, ils ont des clauses de limitation de responsabilité qui sont souvent limitées à quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'un sinistre cyber peut coûter plusieurs millions d'euros à une entreprise. Donc on a des contrats qui sont déséquilibrés parce que ce sont des contrats d'hébergement qui ont été écrits peut-être il y a 15-20 ans où on envisageait le sinistre comme un dégât des eaux dans le data center ou peut-être un incendie, mais c'est pas grave, on pouvait rapidement basculer en cas d'indisponibilité. Or, il y a 20 ans, il y a 15 ans, on n'avait pas cette volumétrie, ce niveau d'attaque cyber. Et les contrats n'ont pas évolué. Et on le découvre, et les entreprises, les DSI, les services juridiques, qui n'ont pas forcément regardé ces contrats, parce que ces contrats, ils sont souvent, c'est souvent le DSI qui dit, voilà, on prend cette solution, c'est comme ça. Découvrent avec stupeur que, s'il y a effectivement un problème, une erreur du côté de mon prestataire informatique ou d'un de mes prestataires qui devait assurer une surveillance, je ne vais pas obtenir grand-chose. Alors, je ne sais plus c'était quoi exactement ta question, si c'était sur l'enquête ou si c'était sur les responsabilités. La question, c'était quel est mon intérêt, à moi en tant qu'entreprise, d'aller chercher des responsabilités. L'intérêt, c'est de pouvoir récupérer sa franchise, déjà, et c'est pouvoir aussi mettre les choses au clair. Alors, lorsqu'on est indemnisé pour un sinistre garanti en cyber, l'assureur a le droit, à travers la subrogation, d'aller chercher en responsabilité qui bon lui semble. Et ensuite, si c'est un expert qui intervient alors plutôt après coup, oui. Qui vient pour recevoir ma réclamation? Ça, c'est une expertise, on va dire, classique. Comme dans un sinistre industriel classique, cet expert a besoin, a une mission, on va dire. Sa mission, c'est d'expertiser un sinistre. Et pour expertiser un sinistre, il a besoin d'éléments. Donc il va demander des éléments techniques,
Donc il va demander le rapport forensique, le ou les rapports forensiques d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Il va demander l'ensemble des éléments qui permettent de chiffrer ce qui s'est passé. Il va demander l'ensemble des éléments qui permettent de faire le lien entre le montant réclamé, c'est-à-dire les prestataires, et le sinistre, le lien de causalité. Je réclame de la ressaisie de données. Alors pourquoi? Parce que j'ai perdu ici. Il faut pouvoir établir le lien. S'il n'y a pas de lien, si je réclame par exemple l'installation d'un logiciel lambda qui n'était pas là avant, qui n'a pas forcément de bonnes raisons qu'il soit là après, mais c'était prévu, c'était dans les cartons. Enfin, faut établir le lien de causalité en fait. Si on n'arrive pas à établir le lien de causalité, on peut pas travailler, on peut pas dire ah bah oui, ça me semble légitime parce que c'est ce qu'on me réclame est consécutif au sinistre. Donc il faut pouvoir établir le lien avec ce qui s'est passé. Donc c'est une expertise tout à fait classique. Comprendre les causes et circonstances, exposer les dommages, voilà ce qui a été cassé. Ce qui a été cassé, c'est le système d'information, mais il n'était pas cassé totalement. Il y avait la messagerie fonctionnait ou fonctionnait partiellement. Telle application n'a pas été touchée. Donc les dommages, quels sont les dommages? Cause, circonstances, les dommages, combien ça coûte? Éventuellement, est-ce qu'il y a la possibilité de rechercher des responsabilités? Et on revient au recours. Voilà. Alors après, il y a des trucs qui me surprennent, moi, en tant qu'informaticien, de ce que tu me racontes. Moi, j'ai une police d'assurance. Okay, c'est un contrat que j'ai avec un assureur. Dans ce contrat, il n'y a pas marqué que je suis obligé de fournir tous ces éléments-là en cas de sinistre. Il y a marqué si j'ai un sinistre, j'ai ça et ça qui sont indemnisés. Pourquoi je dois partir là-dedans? Moi, ce que je sais, c'est que l'assuré, il est réputé de bonne foi. Donc voilà, j'ai un problème en informatique, je monte les factures à mon assureur, pourquoi il ne les paye pas directement? Eh bien parce que ça ne marche pas comme ça. L'assuré est réputé de bonne foi, mais il doit, et ça c'est le code des assurances, apporter la preuve de son dommage. C'est comme ça, il faut démontrer son dommage. On veut bien le croire, moi l'assuré je le crois, il n'y a pas de problème. Mais le travail de l'expert, c'est de vérifier. Et s'il n'y a pas ce travail de vérification, comment on peut dire à un assureur ça coûte X millions? Parce que c'est de ça dont il s'agit à la fin. Comment on peut raconter ce qui s'est passé? L'assureur n'est pas un tiroir-caisse en fait. Il est là pour indemniser justement un sinistre, et lorsqu'il y a un sinistre, il a besoin d'un minimum d'explications techniques, et ça c'est assez nouveau, il en a besoin de plus en plus, parce qu'un sinistre cyber, c'est avant tout une problématique technique, c'est pas un sinistre perte d'exploitation, un sinistre cyber, c'est quelque chose de technique, et ça faut l'établir. Alors j'ai deux questions qui s'enchaînent. La première question c'est combien de temps ça dure entre le moment où je me fais pirater et le moment où je reçois le premier chèque de mon assureur? Alors ça peut durer longtemps. Ça peut durer plusieurs mois. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle l'entreprise reconstruit son système d'information. Ça va dépendre également de la vitesse à laquelle l'entreprise peut justifier les frais. Et généralement, quand même, Uber, sur les sinistres qui sont assez conséquents, les compagnies d'assurance peuvent verser un acompte. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la fin du dossier, parce qu'un dossier cyber, ça peut être long, ça peut durer 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, parfois, voire plus. Donc l'assureur peut consentir au versement d'un premier acompte. Et généralement, ce versement couvre, on va dire, des frais qui sont les premiers frais avancés, le forensique, les mesures d'urgence et les premiers frais de reconstruction du système d'information, moins la franchise.
Qu'est-ce qui fait qu'un dossier est plus ou moins long? Quels sont quelque part les mauvais réflexes que pourraient avoir des assurés qui rendent le traitement du dossier plus long et plus compliqué pour eux au final? Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de tenir une chronologie de ce qui est fait et par qui. Parce qu'on a pas mal de dossiers où 6 mois après, on reçoit une grosse facture d'un prestataire. Et le prestataire, il a fini, hein, lui, il est passé à autre chose, il fait d'autres choses. Et sauf qu'on n'a pas le niveau de détail suffisant pour comprendre ce qu'il a fait. Et on va dire, on va poser la question, oui, c'est très bien, pourquoi pas cette facture, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai besoin de savoir ce qu'il a fait, votre prestataire, parce qu'il y a des choses qui sont garanties, il y en a d'autres qui n'en sont pas, qui ne le sont pas. Donc j'ai besoin de savoir, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que j'ai besoin de le ranger dans une des cases de votre contrat d'assurance, et l'assureur a besoin de le savoir. Et souvent, on se rend compte qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas, on sait ce qu'il a fait, mais je veux dire, le niveau de détail est insuffisant. Et donc, le bon réflexe, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelqu'un au sein d'une cellule de crise ou au sein des cellules de crise, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, qui va assurer le tracking record, on va dire, de tout ce qui est fait par les prestataires. J'entends dire aussi qu'il y a des directeurs informatiques qui considèrent les assureurs comme un prestataire comme les autres, avec un contrat de prestation et qu'ils gèrent leurs assurances comme ils géreraient une prestation de maintenance de pare-feu. Oui, alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, et ça je pense que il y a une différence de culture entre les hommes et les femmes bien sûr, hein, du monde informatique et les hommes et les femmes de l'assurance. On arrive sur les contrats cyber, c'est nouveau. Ces gens-là ne se sont, on va dire, pratiquement jamais parlé et il est temps de se parler. L'assurance cyber n'est pas, ou l'assureur cyber ou l'expert qui est mis à disposition en cas de crise n'est pas un prestataire comme un autre. Je ne vais pas lui commander, tu me résous ma crise et puis voilà, dépêche-toi, tu as 48 heures. C'est pas comme ça que ça marche. Et effectivement, pour un DSI, pour un RSSI, qui est quelqu'un de très opérationnel, ne vont pas forcément comprendre pourquoi on a quelqu'un qui vient lui casser les pieds en demandant tout un tas de détails, etc., en lui proposant tout un tas de ressources qui lui ne va pas forcément percevoir comme utile au début parce que lui en fait il est juste dans son champ opérationnel. Et d'un autre côté, les assureurs peuvent aussi se dire mais ces informaticiens, c'est quoi leur problème de ne pas vouloir donner les informations? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se bloque? Donc effectivement, je pense qu'en fait que on est sur une matière assez nouvelle. Il est aussi peut-être temps dans les entreprises que les DSI, les RSSI aient un peu plus on va dire, de discussion avec le risk manager ou que les risk managers et les responsables informatiques discutent un peu plus. Parce qu'en fait, lorsqu'on a affaire à un dossier qu'on traite et qu'on se rend compte qu'on discute avec un DSI, un RSSI, et qu'on argumente un chiffrage, on a l'impression parfois d'avoir affaire à quelqu'un qui essaye de négocier son budget et qu'il faut faire rentrer le plus parce que je négocie mon budget. Alors que ce n'est pas ça l'assurance. Et à contrario, lorsqu'on a un risk manager, on arrive à avoir une hauteur de vue qui est un peu différente parce que le risk manager va voir les choses dans sa globalité, il va penser aussi à son renouvellement, il va penser à un tas de trucs qui ne sont pas dans la tête du DSI. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'un côté les bons, les méchants, etc. Mais je dirais plutôt il faut que les assureurs, les risk managers et les DSI, les RSSI parlent ensemble. Il faut qu'ils apprennent à se connaître. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a apporté un éclairage utile sur les polices d'assurance cyber, sur le rôle de chacun et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.